Aujourd'hui, nous recevons une très grande dame. Nous sommes très honorés de recevoir la prix Nobel de la paix. Le prix lui a été attribué en 2003, Madame Shirin Ebadi. Vous avez été, Madame Shirin Ebadi, au début des années 70, après des études de droit en Iran, la première femme à être nommée présidente du tribunal de grande instance de Téhéran. Et puis, quelques mois après la révolution islamique de 79, à laquelle vous avez cru, pas bien longtemps, vous avez été contrainte de renoncer à vos fonctions et depuis vous avez engagé un combat quotidien contre le régime et ça vous a valu d'être plusieurs fois emprisonné, menacé de mort. Vous militez aujourd'hui pour les droits de l'homme et vous incarnez ce que l'on appelle la résistance des femmes iraniennes au pouvoir autocratique. Vous incarnez la résistance même sans doute tout court. Nous aurons l'occasion de pouvoir comprendre avec vous quelle est votre action aujourd'hui, ce que vous faites, comment vous vivez à Londres et quels sont aussi vos plus grands espoirs. Vous dites souvent dans les entretiens que le destin de l'Iran, c'est aussi le vôtre. Je voudrais préciser d'ailleurs que, à propos du prix Nobel, votre médaille et votre diplôme du Nobel ont été récemment confisqués, ainsi que la saisie de tous vos biens en Iran. Vous venez en France, de passage en France, pour présenter votre nouveau livre, La Cage dorée, récit publié par l'Archipel et traduit de l'italien par Joseph Antoine. La première parution de ce livre a d'abord été faite en Italie. Shirin Ebadi, vous racontez dans la Cage dorée, le dessin d'une famille. On voit bien que beaucoup de choses vous sont très personnelles, que vous vous mettez en scène dans ce livre, que vous racontez le destin d'une fille et de ses trois frères, que la révolution iranienne va déchirer. On va passer de la douceur de vivre au drame le plus grand. Et puis aussi, on se dit que vous écrivez ce livre pour tous les anonymes pour lesquels vous n'arrivez pas à avoir de sépulture, les victimes arbitraires du régime de la révolution islamique. Est-ce que ce livre, quelque part, est une sorte de mausolée, ce mausolée que vous n'arrivez pas à édifier à la mémoire de ces anonymes tués en Iran? Shirin Ebadi. Vos propos sont traduits par Massoumeh Laïdji. Shirin Ebadi. Ainsi, je le dis au début du livre. En fait, le livre s'ouvre sur une citation d'un sociologue iranien. Si vous ne pouvez pas éliminer l'injustice, au moins exprimez-la. Dans ce livre, mon but a été de choisir le biais du récit de vie d'une famille pour rendre compte, au fond, de l'injustice subie par le peuple iranien lors des dernières années. En réalité, c'est en fait une période de l'histoire contemporaine iranienne que j'ai choisi de mettre en scène à travers le destin véridique de cette famille. Quelle est la part de réalité de ces familles, de ces trois frères, de votre copine, personnage extrêmement émouvant, Paris, et puis de ces trois frères, Abbas, Ali, Javad, qui vont tous trois avoir des destins différents. C'est totalement autobiographique, Shirin Ebadi. On assiste à presque un journal intime et un journal au quotidien de ces 40 dernières années quasiment, hein, presque même du siècle. Vous revenez sur l'origine même des différents régimes iraniens. Shirin Ebadi. Tous les faits relatés dans ce livre sont strictement véridiques. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi une prose un peu romancée, c'est pour rendre cette histoire plus accessible au lecteur. Et dans cette démarche, la seule chose que j'ai faite, c'est que j'ai modifié certaines données chronologiques ou des lieux. Mais tous les faits sont réels.
Et malheureusement, je me dois d'ajouter que cette destinée n'a rien d'exceptionnel. Ce n'est pas seulement la famille de Paris, mon ami d'enfance. Tous les Iraniens qui liront ce livre trouveront cette histoire très familière, assez banale, parce qu'ils ont vécu dans leur propre vie et dans leur propre chair des faits très similaires à ce que je décris. Ce livre n'est pas publié en Iran, Shirin Ebadi. Non, bien sûr. En raison de la censure qui fait rage en Iran, il est impossible de publier un tel livre. C'est pour cette raison que même si j'ai d'abord rédigé le livre dans ma langue maternelle, en persan, sa première publication n'a eu lieu qu'en Italie, et c'est à partir de l'italien qu'il a été traduit depuis vers l'italien, le portugais, le français. Il est publié dans ces trois langues et il sera bientôt publié également en anglais. En quoi, Shirin Ebadi, l'écriture de ce livre a pour but de nous faire comprendre, je le dis le nous, à savoir les non-iraniens, a pour but de nous faire comprendre l'Iran d'aujourd'hui. Vous revenez sur une formule qui est la suivante: il y avait la noble Perse, il y a l'Iran malheureux. Ce que je visais à travers l'écriture de ce livre, c'était de donner une version assez accessible d'une période de l'histoire iranienne à travers la destinée de cette famille. Je pense que la lecture d'essais historiques ou d'histoires pures n'intéresse pas forcément un large public. Donc, pour rendre compte de l'histoire avec un grand H, je crois qu'il est intéressant d'avoir recours à de petites histoires, aux histoires quotidiennes de la vie intime des êtres. Pour les Iraniens de ma génération, ce livre ne dit rien de nouveau, car comme je le disais, le destin de Paris, c'est le destin de beaucoup de femmes et d'hommes qui vivent en Iran. Ce livre peut être utile pour des personnes qui ne connaissent pas l'Iran, notamment en les éclairant sur les fondements et les raisons des protestations qui font exploser l'Iran aujourd'hui. Pourquoi, du jour au lendemain, des millions d'Iraniens sont descendus à la rue? Ce sont les aspirations accumulées de ce peuple qui s'expriment enfin aujourd'hui. Mais comment savoir que ces aspirations pourrait mener à un régime plus démocratique? Vous souvenez-vous de ce moment, en 79, Shirin Ebadi, où, excédé par le régime du Shah d'Iran, il y a une sorte de ferveur et de fête populaire en 79 qui vous fait croire que l'arrivée au fond de Khomeini assurera un renouveau de l'Iran. Et la désillusion arrive, cela dit, très vite, mais il y a un moment. Et pouvez-vous nous le rappeler, où vous y croyez? C'est la fête dans la rue, les journaux paraissent, il y a un moment de grâce qui doit durer combien? Vraiment pas longtemps, 3 semaines, hein, un mois à peine. La révolution qui a éclaté en 1979 avait un fondement idéologique. C'est pour cette raison que, très rapidement, les chemins se sont séparés. Les espoirs que nous nourrissions ne pouvaient pas être satisfaits à travers cette démarche-là. Nous avions la naïveté de croire que tout ce que nous attendions était le départ du Shah. Mais parce qu'il y avait ce fondement idéologique, nous avons dû vite nous rendre à l'évidence que le départ du Shah
résolvait certains problèmes, mais que ces problèmes étaient très vite substitués par d'autres. Mais la différence fondamentale entre la révolution de 79 et le mouvement aujourd'hui, que l'on appelle le mouvement vert, c'est que cette vague de protestation n'a pas de fondement idéologique et ne vise rien d'autre que la démocratie. Donc, les membres de ce mouvement ont des opinions divergentes. Il y a toutes sortes de courants de pensée et d'opinions. Donc, en quelque sorte, on peut dire que ce livre rend compte de la cage dorée que constitue l'idéologie qui enferme les personnes dans leur cadre de pensée et de croyance, quelle que soit cette croyance d'ailleurs. Du moment que l'on refuse de voir l'évolution du monde, on s'enferme dans une cage. Il faut ouvrir les yeux sur les nouveautés du monde. Shirin Ebadi, vous nous ouvrez les yeux aussi sur la période d'avant la révolution islamique en Iran. Vous remontez même dans une histoire brossée à gros traits, mais tout de même à travers les personnages au fond de vos parents, grands-parents, l'histoire de l'Iran au XXe siècle. Diriez-vous que votre mère, que vos mères et votre père ont vécu des jours plus heureux malgré les régimes autoritaires que l'on savait, notamment du Shah d'Iran, avant la révolution islamique? Ou est-ce que ce serait une révision de l'histoire, trop radicale de ma part? Avant la révolution, les Iraniens jouissaient d'un plus grand confort matériel. Un an avant la révolution, le revenu par tête en Iran était de plus de 4 000 $. Aujourd'hui, ce même revenu a chuté à 1 000 $. C'est bien la preuve que les Iraniens se sont nettement appauvris. Et évidemment, la question du confort matériel a toute son importance. Par ailleurs, les Iraniens jouissaient de liberté individuelle sous le Shah. La liberté qui était totalement absente était la liberté politique. Nous n'avions pas d'élections libres, nous n'avions pas de liberté de presse, ni de parti politique. Mais si à l'époque du Shah, vous ne vous mêliez pas de politique, vous pouviez mener une vie paisible, relativement paisible, si l'on compare à la situation actuelle. Mais je tiens à être précise. Si nous prenons en référence l'époque de Shah, aujourd'hui nous pouvons dire que nous avons une certaine liberté politique. Mais nous avons d'autres difficultés majeures. Le chômage et d'autres libertés individuelles qui sont extrêmement limitées. Oui, et puis pas d'angélisme. Vous rappelez bien sûr dans la cage dorée, Shirin Ebadi, que du temps du Shah, il y avait la SAVAK, la police du Shah, et qu'il y a aujourd'hui les Pasdaran, et qui est une sorte de, au fond, de police islamique, et qu'au fond, l'une aujourd'hui n'a rien à envier à celle d'hier dans l'arbitraire. Shirin Ebadi, traduite par Massoum Elaïdji. متاسفانه عملکرد بسیج و وزارت اطلاعات در les actions des Bassidji, des miliciens et le ministère de l'Information est tout à fait déplorable. Sont déplorables. Un des exemples sont ces assassinats politiques qui ont eu lieu en Europe, comme celui de Chapour Bakhtiar qui a eu lieu en France,
ou des assassinats d'État qui ont eu lieu en Iran, dont on parle sous l'appellation d'assassinat par chaîne. J'ai été moi-même l'avocate de deux de ces personnes qui ont été victimes de ces assassinats. Mais malheureusement, ces procès-là n'ont mené à rien et n'ont pas du tout réconforté l'opinion publique sur la question.